Bonjour, bonjour. Donc, en attendant que les dernières personnes s'installent, je vais vous poser, si vous voulez bien, une ou deux questions. À savoir, qui a déjà entendu parler du data mining? Merci. Qui a déjà pratiqué le data mining? Merci encore. Qui a déjà aperçu un réseau bayésien à moins de 5 cm de distance? Qui connaît le principe de fonctionnement d'un arbre de décision? Merci encore. Bon, ça permet de bien situer le niveau des attentes. Ça nous sera utile pendant la présentation. Bon, on va pouvoir commencer. Avant tout, bienvenue à cette présentation sur le data mining avec les technologies Microsoft. 30 secondes de pub pour commencer sur Winwise, la société qui nous nourrit, François et moi. Donc, Winwise est une société spécialisée à 100% sur les nouvelles technologies Microsoft. Emploie 20 consultants qui sont tous experts sur les nouvelles technologies Microsoft et dont le grand plaisir est de répondre aux questions que les gens peuvent se poser sur les nouvelles technologies Microsoft. Donc voilà, une activité très simple. On a une autre activité aussi qui est de la formation. On anime par ailleurs le principal centre de formation à la fois sur les technologies .NET et les technologies BI. Ça représente à peu près un quart de notre activité. Donc voilà, c'est pour ça, pour qui nous sommes. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui? On va commencer par faire un rappel, une présentation de à quoi sert le data mining. Ensuite, on va voir à qui ça sert. Et surtout, on va voir des démonstrations pratiques d'utilisation, des vrais cas d'usage sur des vraies données. On va commencer par voir des exemples d'utilisation de modèles depuis Excel. Ensuite, on verra la même chose depuis Visual Studio. Et pour finir, on verra ça depuis une application web. Donc, pour commencer, l'analyse prédictive. Le data mining, ça sert à quoi? En premier lieu, à faire de l'analyse prédictive. C'est le principal usage. Et l'analyse prédictive, c'est quoi? Quand on fait de l'analyse prédictive, on cherche à déduire de l'information qu'on n'a pas, mais qui nous intéresse, à partir de l'information dont on dispose. Donc, exemple très simple et bien connu, la météo. La météo, à la base, on ne sait pas le temps qu'il va faire dans les jours qui viennent, mais on sait ce qu'ont été les températures, les vents, les taux d'humidité ces derniers temps. Et à partir de ça, il y a des modèles qui permettent de prédire la météo à un endroit donné. Il y a 100 ans, ça n'existait pas. Quand on voulait traverser une mer ou un océan, on avait une stratégie commune qui était d'y aller au pif et puis de voir si ça se passe bien. Une deuxième stratégie possible, un peu améliorée, qui consiste à essayer d'améliorer un peu le hasard en se disant, bon ben, j'ai interrogé le copain, je sais que pour l'Atlantique, il vaut mieux y aller l'été que l'hiver. Bon, ça ne me met pas à l'abri des tempêtes, mais c'est déjà un peu mieux. Et une troisième stratégie, qui est la stratégie moderne, qui est de dire, j'ai des modèles prédictifs qui me permettent de prédire la météo, donc je les utilise et je pars en fonction de la météo. Pour des opérations de type commercial ou marketing, c'est la même chose. Si vous voulez vendre un produit, une gamme de vêtements ou des produits tels que des stages d'équitation ou des places VIP pour la Coupe d'Europe de foot, c'est une première stratégie qui est de le faire au pif. Vous envoyez à tout le monde. Vous êtes essentiellement assuré d'embêter tout le monde. Deuxième stratégie qui est d'y aller au pif. On dit, l'équitation, ça va peut-être intéresser plus les femmes sur le place VIP pour le match de foot, peut-être plus les hommes. Donc là, c'est pas entièrement au hasard. Vous utilisez votre instinct pour utiliser une petite partie de l'information. Et vous avez une troisième stratégie qui est de faire de l'analyse prédictive pour avoir cette fois-ci un scoring précis pour votre base de prospects, savoir pour chacun des prospects dans votre base, quelle est la probabilité pour que le produit que vous lui proposez, stage d'équitation, place VIP pour la Coupe d'Europe de foot, l'intéresse ou pas. Donc, c'est la stratégie qu'on va mettre en œuvre. Et d'où viennent les données que l'on va voir? Eh bien, ils viennent d'une vraie application sur laquelle vous pouvez aller en ligne. Une application qui s'appelle mescorrespondances.fr. C'est un site de bavardage assisté par ordinateur. Un site qui vous apprend à reconnaître les caractéristiques distinctives des gens que vous appréciez. Donc, vous remplissez des formulaires pour vous décrire un peu. Ensuite, vous bavardez, donc vous dites, je suis un homme, une femme, tel type d'activité, tel âge, célibataire, etc.
Vous bavardez qu'un certain nombre de personnes, et au fur et à mesure, il y a un algo d'analyse prédictive qui apprend à reconnaître les gens qui vous plaisent, des gens qui vous plaisent pas. Là, il y a une autre chose sur ce site, c'est il y a un onglet études qui apparaît pas pour tout le monde, mais qui apparaît pour un petit échantillon de personnes, essentiellement en fonction du site d'où ils viennent, parce que les gens arrivent généralement sur mescorrespondances.fr via des sites partenaires. Et pour cet échantillon de personnes, on va poser des questions spécifiques qui vont nous permettre de faire des études de marché. Donc là, pourquoi je vous parlais tout à l'heure de stage d'équitation et de place VIP pour la Coupe d'Europe de foot? Parce qu'on a fait cette étude, on a posé la question à quelques centaines de personnes, et on a fait tourner des modèles pour faire de l'analyse prédictive pour la réponse à ces questions. Donc c'est ce que l'on va voir sous Excel. Et sur le site actuellement, il y a un peu plus de 70 000 personnes. Ces 70 000 personnes, on les a exportées dans une feuille Excel, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est ce que va nous montrer François, l'homme qui valait plusieurs millions. Donc bonjour, donc vous avez ici la feuille Excel qui comprend les quelques milliers d'utilisateurs du site. Donc on a une centaine de colonnes. Dans ces centaines de colonnes, on a toutes leurs réponses aux questions qu'on leur a posées. Donc ces questions elles peuvent être très très factuelles. Vous voyez ici que les gens ont donné leur sexe, leur âge, s'ils sont célibataires ou pas, dans quel type de foyer ils résident, leur revenu mensuel, ce genre de choses. Il y a des questions qui sont beaucoup moins factuelles. Et en toute fin, la dernière colonne, celle qui nous intéresse, c'est en l'occurrence la réponse à l'étude pour le foot. Donc on voit ici qu'on a, ce dont on parlait tout de suite, un échantillon très réduit de personnes, environ 250 personnes, qui ont répondu à la question « Êtes-vous intéressé ou non par une place VIP pour la Coupe d'Europe de foot ?» Et on a le reste des utilisateurs du site, plusieurs milliers d'utilisateurs, qui n'y ont pas répondu. Donc ce qui nous intéresserait, ce serait d'arriver à prédire leurs réponses, sachant qu'on ne leur a jamais posé la question, connaissant les caractéristiques des personnes qui ont répondu à la question. Alors ça, Excel, muni des add-ins de data mining, est capable de vous le faire. Quand vous avez installé les add-ins data mining d'Excel, vous allez dans les Table Tools, partie Analyse, et vous avez un bouton qui s'appelle Fill from Examples, qui est exactement ce qu'on cherche à faire, à savoir remplir la colonne en fonction des exemples qui sont déjà présents. Donc si on appuie sur Fill from Example, il va nous demander de choisir la colonne en question. En l'occurrence, c'est études foot. Et là, on lance l'apprentissage. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En réalité, il y a un modèle qui se crée, qui va examiner tous les attributs des personnes qui ont répondu aux questions, qui va chercher à caractériser le profil type d'une personne qui répond oui à cette question, qui va faire exactement la même chose avec une personne qui a tendance à répondre non à cette question, et utilisant cette information-là, va scorer les milliers d'utilisateurs qui n'ont pas répondu et nous donner une prédiction pour la réponse à cette question. Donc la prédiction prend quelques secondes dans une machine virtuelle. Voilà, on a une colonne qui se rajoute sur la droite que vous voyez ici. Dans cette colonne, on va avoir les prédictions du modèle. Voilà, vous les voyez qui apparaissent. Donc les prédictions pour les gens qui ont répondu à la question, pas grand intérêt, ce n'est pas celle qui nous intéresse. En revanche, en dessous, ça nous intéresse beaucoup plus. Hop, je reviens dans la feuille. Donc ici, vous avez par exemple des personnes qui sont prédites comme pas intéressées, et d'autres qui sont prédites comme étant intéressées. Voilà, en un clic, on a fait du data mining. Donc là, on a un scoring d'appétence pour chacune des personnes dans la feuille. Et alors j'ai une première question, peu technique, c'est est-ce que ce sont des gremlins qui ont fait le scoring et où habitent-ils? Alors c'est pas du tout des gremlins, c'est des modèles d'analyse prédictive. Et on pourrait penser qu'ils habitent dans Excel, mais en réalité ça serait faire un Excel très très gros. Non, ils sont dans la partie Analysis Services de SQL Server. Et comment Excel sait où est cette Analysis Services? Simplement parce qu'on lui a dit. Dans la partie Analyse, vous avez ici une partie connexion. Dans cette partie connexion, je peux spécifier un serveur SQL Server ainsi que mes credentials sur ce serveur. Et grâce à ça, Excel va se connecter en tant que client Analysis Services et pouvoir réaliser des modèles. D'accord. Alors une deuxième question. Là, mes données sont dans Excel, mais est-ce que je suis obligé de les avoir dans Excel? Ah non, vous n'êtes pas obligé de les avoir dans Excel au début, puisqu'Excel est capable d'importer les données de n'importe quelle source, que ce soit des sources relationnelles SQL Server ou pas SQL Server, des fichiers plats, ce genre de choses. Simplement, Excel sert d'intermédiaire entre vos données où qu'elles se situent et le serveur Analysis Services. Il récupère les données et les transmet au modèle et vous affiche les résultats des modèles. Une autre question. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que j'appelle François l'homme qui valait des millions? Bon, c'est parce qu'il y a
une dizaine d'années, pour faire l'équivalent du clic qu'on a vu sous Excel, il fallait dépenser des millions de dollars. À l'époque, il n'y avait pas encore d'euros. L'ordinateur, bon, il y a 10 ans, bon, déjà, c'était pas un notebook, c'était un rack d'ordinateur qui coûtait un peu d'argent. Mais bon, c'était pas le plus cher. Dessus, il fallait rajouter des logiciels statistiques qui coûtaient vraiment très cher. Pour les utiliser, une équipe de statisticiens qui coûte encore plus cher. Et en support de l'équipe de statisticiens, une équipe d'informaticiens pour les aider à exploiter le modèle. Donc, avant même d'avoir commencé à répondre à la première question, on avait dépensé plusieurs millions de dollars. Donc, sur les problèmes simples, évidemment, on ne le faisait pas. Maintenant, comme vous le voyez, les choses ont bien changé. Donc, merci François pour cette... Ah, si, j'ai une dernière question quand même. Si, j'ai une dernière question. Là, on a vu qu'on pouvait faire des prévisions, mais le modèle prédictif, est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec en restant sous Excel, en restant des trucs simples? Si vous, par exemple, oui, ça peut être intéressant si vous ne me faites pas confiance. On a l'exemple tout à l'heure quand on a fait la prédiction de l'appétence pour l'étude foot. Je vous ai dit, oui, il utilise des attributs pour donner une valeur de prédiction, mais je ne vous ai pas dit non plus quel attribut était utilisé. Alors ça peut vous intéresser, et ça, Excel est capable de le faire. Donc si je fais le même processus que tout à l'heure, mais simplement, je lui demande cette fois-ci non plus de prédire, mais de m'analyser les facteurs clés qui amènent à la prédiction d'appétence, cette fois-ci, que fait Excel? Il fait exactement la même chose que ce qu'il vient de faire, à savoir qu'il crée un modèle qui vise à prédire l'appétence pour études foot. Et cette fois-ci, il va se focaliser plus sur l'aspect qualitatif et il va nous donner un rapport des attributs qui caractérisent donc les populations intéressées ou pas par l'offre. Donc on n'aura pas de xème colonne rajoutée à notre fichier Excel. On aura simplement un rapport avec l'importance relative de chaque attribut pour cette prédiction. Donc on voit le rapport qui se génère. Voilà. OK. Et donc ici, qu'est-ce que vous avez? Donc on a dit tout à l'heure que instinctivement, si on cherche à proposer des places VIP pour la Coupe d'Europe de foot, on aurait tendance à cibler les hommes, en se disant les hommes sont plus intéressés. Alors effectivement, c'est une variable qui est intéressante. On voit ici que dans la population qui est intéressée, il y a plus d'hommes, c'est ce que nous dit ce graphique, mais ce n'est pas la variable la plus prédictive. Dans notre cas, la variable la plus importante, qui est 2 fois plus importante que le sexe, c'est des gens qui ont envie de partir en vacances avec beaucoup de monde, qui aiment globalement fréquenter beaucoup de monde. Bon, c'est rassurant vu la taille d'un stade, mais instinctivement, on n'y aurait pas forcément pensé. Et aussi des gens qui trouvent que l'astrophysique, c'est pas fun. Bon. La population opposée, qui n'est pas du tout intéressée par des places VIP, c'est des gens qui, au contraire, n'aiment pas voir du monde. Plutôt des femmes, mais c'est pas la première variable, qui trouvent l'astrophysique fun, pour le coup, qui n'aiment pas les gens sans consistance, qui c'est beaucoup à 8 ans et ont un sommeil très agité. Donc si vous avez quelqu'un qui correspond à ces 6 caractéristiques, il vaut mieux éviter de lui proposer des places pour la Coupe d'Europe. A priori, ce que dit le modèle, c'est que ce n'est pas censé l'intéresser. Donc là, on a vraiment une vision qualitative de notre modèle, c'est-à-dire qu'on est capable de scorer et aussi de savoir pourquoi on a eu ce scoring. Bon, ça a été déjà bien travaillé, 2 clics, c'est un bon début. On va repasser sur les slides. Enfin, moi, donc on a vu un premier exemple d'analyse prédictive depuis Excel, à la fois comment faire un scoring et avoir une petite idée des variables retenues par le modèle. On va parler maintenant des différents domaines d'application du data mining. Ça s'utilise un peu partout. Ça s'utilise pas mal sur la partie commerce électronique. Quand vous allez sur un site à certaines heures, que vous cliquez sur certaines pages, dans un certain ordre, que vous allez voir certaines choses, et encore plus si vous achetez certains types de produits, on sait utiliser cette information pour prédire les choses qui peuvent vous intéresser. Donc plutôt que vous proposer n'importe quoi, les sites un peu haut de gamme vont vous faire des prédictions. Dans le domaine de la grande distribution, du retail, c'est la même chose. Surtout si vous avez une carte de fidélité chez un grand de la distribution. Cette carte, on a quelques informations sur vous. On sait à chaque fois que vous achetez des choses que vous achetez. C'est drôlement pratique pour les campagnes de couponing, pour vous envoyer des choses qui peuvent vous intéresser plutôt que des choses qui ne vont pas vous intéresser. C'est utilisé également dans le domaine de la banque. Je vais dire. Voilà. Dans le domaine de la banque, à la fois pour l'acquisition de nouveaux clients et pour faire du credit scoring, pour calculer la probabilité que vous avez de ne pas rembourser votre crédit, sachant que vous avez tel âge, que vous êtes marié, que vous avez des enfants, pas d'enfants, que vous bossez depuis X années dans la telle boîte, etc., etc. Donc on va calculer la probabilité que vous avez de ne pas rembourser. Puis si elle est trop élevée, on va vous dire non monsieur, finalement votre dossier, on n'en veut pas, tout ça. C'est fou ce que font les banques et on n'est pas toujours au courant. Les assurances, c'est la même chose. En plus, on peut calculer la probabilité que vous avez de mourir. Bon, ça c'est un peu moins fun. Dans le domaine des investissements financiers, c'est utilisé. C'est peu de littérature sur le sujet, sauf depuis 1 an. Il y a 2 bouquins sympas qui sont sortis, mais ça commence à être employé de plus en plus.
Détection de fraude aussi. Là encore, le samedi, quand il y a des millions de personnes toutes les minutes qui enregistrent des transactions de carte bleue, ce n'est pas des gremlins, c'est des modèles prédictifs qui essayent de voir s'il y a des fraudes. Tout ce qui est transit de personnes aux aéroports, transit de marchandises, là il y a beaucoup de détection de fraude, des flux très importants. Là encore, les modèles prédictifs permettent de faire de ce type d'opération. Et dans le domaine scientifique, c'est utilisé dans un peu tous les domaines. C'est utilisé pour découvrir de nouvelles molécules, pour découvrir de nouvelles planètes, pour découvrir de nouvelles choses, en regardant quels sont a priori les trucs déjà intéressants qu'on a trouvés par le passé et ce qui les caractérise. Donc c'est employé dans beaucoup de cas d'application, et il y a eu des études qui ont été faites par différents instituts qui ont montré qu'il y avait beaucoup de cas de figure où par rapport à d'autres technologies de la BI, d'autres volets de la BI tels que le reporting ou l'analyse croisée, le gain de productivité était plus important sur la partie data mining, mais c'est moins connu que le reste parce que du reporting, ça fait longtemps qu'on en fait. Le data mining, avant, ça coûtait très cher. Et également, les gens qui font du data mining, à part les scientifiques, communiquent généralement pas énormément sur le fait qu'ils en font. Heureusement, vous êtes là aujourd'hui pour entendre parler de la chose. Alors, je vais essayer de passer à la slide suivante. Voilà. Les principaux modèles d'analyse prédictive. Les plus classiques, ce sont les arbres de décision, les réseaux de neurones et les réseaux bayésiens. Qui, dans la salle, a envie d'entendre quelques minutes d'explication sur le principe de fonctionnement de ces algorithmes? Donc on va prendre quelques minutes. Ça sera un peu du simplifié, mais donc on va commencer par l'arbre de décision, on l'utilise depuis les années 60. Dans un arbre de décision, là, alors dans cet exemple d'arbre l'on voit à l'écran, là cette fois-ci on n'essaye pas de prédire l'appétence d'une personne pour la coupe de robe de foot, on essaye de prédire à partir du même jeu de variables si une personne est un homme ou une femme. Et pour ça, donc on a une centaine de variables qui nous permettent de faire cette prédiction. On a une variable cible qui est le sexe de la personne, homme ou femme, et ce que va faire l'arbre de décision, c'est qu'il va regarder parmi les 100 variables celle qui est la plus discriminante, celle qui est le plus fortement corrélée au fait qu'une personne soit un homme ou une femme. Et là, on va trouver dans notre cas de figure que, tout à fait à gauche, celle qui est ressortie parmi les 100 variables, c'est le métier que la personne voulait faire à 5 ans. Donc si la personne voulait être hôtesse de l'air, en plus vu la façon dont la question est posée, trop facile, généralement ça sera une femme. Et on peut lire ensuite comme ça, en partant de hôtesse de l'air, si en plus la personne, ses lectures préférées c'est des romans, quasiment plié, c'est une femme. Un cas un peu moins évident, je prends première variable corrélée, donc toujours sur le métier à 50, cette fois-ci c'est vétérinaire. Vétérinaire à peu près moitié homme, moitié femme. Ensuite, parmi les 99 variables qui restent, on va regarder la deuxième variable la plus corrélée. On va voir que c'est le modèle subliminal. Donc si c'est le gène, bon là encore trop facile. Mais ensuite, ça peut être moins intuitif si on poursuit l'arbre. On voit que les gens qui voulaient être vétérinaires quand ils étaient petits, qui trouvent que l'astrologie c'est pas idiot et dont le sport préféré est la danse, généralement c'est les femmes. Donc on peut comme ça parcourir son arbre. Et un des intérêts du modèle, c'est que, bon, un, il prédit, et deux, quand on le visualise, on peut trouver de l'information intéressante par ailleurs. Donc ça, c'est les arbres de décision. Réseau de neurones. Alors le réseau de neurones, on a un exemple de réseau qui essaye de prédire la même chose. Est-ce qu'une personne est un homme ou une femme? On a un neurone en sortie qui envoie un signal le plus fort possible quand il pense que c'est un homme, et un autre réseau dans la couche de sortie qui envoie le signal le plus fort possible quand il pense que la personne est une femme. Donc ces signaux, ils sont calculés par rapport aux signaux reçus en entrée, par rapport aux signaux qui sont reçus en entrée, qui sont pondérés, et la pondération des signaux reçus depuis les couches précédentes, elle est recalculée à chaque fois qu'on présente un nouvel exemple au réseau de neurones. Au fur et à mesure qu'on lui présente de nouveaux exemples, chaque couche pondère ses paramètres en entrée, de façon à ce qu'elle s'ajuste au mieux à la prédiction qu'il doit faire. Et en procédant comme ça de façon itérative, on arrive à la fin au jeu de meilleurs paramètres possibles pour le réseau. Il a convergé vers les paramètres qui lui permettent de faire les meilleures prévisions possibles. Et donc, à la fin, au bout du compte, on a un truc qui nous prédit assez bien les choses, surtout quand on a affaire à des variables continues, ce qui n'est pas le cas des variables qu'on utilise ici. Alors le réseau de neurones, ça s'est apparu dans les années 80. Dans les années 90, on a un nouveau type de modèle qui est apparu, le réseau bayésien. Réseau bayésien, qui tire son nom
révérend Thomas Bayes, et théorème de Bayes qui dit que quand on a une hypothèse, on peut en déduire la fréquence d'observation d'un événement, mais que réciproquement, la croyance que l'on peut avoir en le fait que son hypothèse est vraie est conditionnée par les choses qu'on observe. L'information peut circuler dans un sens ou dans l'autre. Exemple, dans le graphe sur la droite, en x7, vous pouvez avoir un événement qui est j'entends un cri dans la nuit. Explication possible en x6. Il y a une seule explication. Il n'y a qu'une seule personne dans la maison qui crie, c'est votre chérie, parce qu'elle s'est cassé la figure dans les escaliers. Deux causes possibles. Soit elle avait mis des talons hauts, soit l'escalier était mouillé. L'escalier mouillé, deux causes possibles, il a plu ou le chat fait pipi sur l'escalier. Donc, un réseau d'événements qui peuvent être des faits ou des croyances en fonction de l'information dont vous disposez. Et chacun de ces faits ou de ces croyances va influer sur la croyance que vous pouvez avoir qu'un des autres événements est vrai. Par exemple, vous entendez un cri dans la nuit, vous savez que votre copine n'a pas mis sur deux talons aiguilles, que le chat était dedans ou que le chat était dehors, vous allez en déduire la probabilité que cette nuit il a plu, cette nuit il n'a pas plu. Et sur le plan théorique, les réseaux bayésiens ont une capacité à faire les meilleures prévisions possibles, à faire des prévisions sans gaspiller d'informations. Le problème, c'est que le réseau bayésien idéal, il est incalculable. Il faudrait plus que tous les ordinateurs de l'univers pour le calculer. Et donc, on travaille sur des réseaux simplifiés, approchés. Et dans la solution à Microsoft, la solution employée, c'est Microsoft Naive Bayes. C'est un réseau bayésien naïf qui fait l'hypothèse particulièrement simplificatrice d'une indépendance totale entre toutes les variables. Et donc, une forme extrêmement simple de réseau bayésien qui, malgré tout, obtient des résultats surprenants dans pas mal de cas de figure. La recherche est encore tout à fait active sur les réseaux bayésiens, notamment chez Microsoft Research. Donc voilà, ça y est, on a parlé des algorithmes. Maintenant, la question, c'est lequel utiliser. Lequel utiliser, là, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on vient de voir parce qu'on va utiliser tout bêtement celui qui marche le mieux sur le problème qu'on a à traiter. Quand on va se trouver face à une prédiction, je veux prédire les gens qui sont intéressés par un stage liquidation, on va demander aux algorithmes dont on dispose de faire un apprentissage sur un échantillon d'apprentissage. Ensuite, on va demander à chacun des algorithmes de faire une prédiction sur un autre jeu de données pour lequel on connaît la réponse. Et on va comparer leur prédiction à ce qu'on sait être la réalité. Et pour chaque algorithme, on va compter le nombre de fois où il prédit juste et le nombre de fois où il prédit faux. Et généralement, l'algorithme qui a prédit juste le plus grand nombre de cas de figure, c'est celui qu'on va utiliser parce que c'est celui qui va marcher le mieux. Donc l'analyse prédictive, ça s'évalue facilement. Si on veut comparer différents algorithmes d'un même fournisseur ou de différents fournisseurs, on fait des prédictions et on regarde ceux qui calculent ceux qui devinent juste dans le plus grand nombre de cas de figure possible. Très simple à évaluer. Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va faire tourner 3 modèles sur notre étude et on va regarder celui qui fonctionne le mieux. Donc on a parlé de ces 3 modèles qui sont les 3 principaux modèles un peu passe-partout pour faire de l'analyse prédictive sur un peu tous les sujets. Il existe également des algorithmes plus spécialisés. Donc dans l'offre Microsoft, il y a aussi Microsoft Association Rules, qui est un algorithme cette fois-ci beaucoup plus simple, mais qui va être utile quand vous voulez faire des prévisions sur beaucoup de choses à la fois. Par exemple, vous êtes un hypermarché, vous avez des dizaines de milliers de références, et vous n'avez pas envie d'avoir 10 000 réseaux bayésiens ou 10 000 arbres de décision, un pour chaque référence. Ça commence à être un peu lourd à gérer. Vous allez avoir un seul modèle de type Microsoft Association. Donc ça s'appelle Basket Analysis en anglais, ça s'appelle analyse de ticket de caisse en français. Donc un seul modèle de ce type qui va vous faire des calculs beaucoup plus simples, mais qui sera capable de faire ça sur beaucoup de choses à la fois. Notre modèle, Microsoft Sequence Clustering Analysis, cette fois-ci, on ne se contente pas de voir ce qui vous a intéressé. Dans le cas précédent, on disait les personnes qui souvent achètent des œufs, de la farine, du lait, souvent ils achètent en plus du sucre. On regarde cette fois-ci l'ordre dans lequel vous vous êtes intéressé aux choses. Par exemple, une personne qui a navigué sur un site internet, les utilisateurs expérimentés d'un site peuvent commencer par aller voir une page A, ensuite la page F, ensuite la page W, et on a envie de prédire ce que sera la prochaine page dans leur parcours. Par exemple, pour faire la recommandation à un utilisateur qui est novice sur le site. Donc c'est un autre type de prédiction spécialisée, on mémorise l'ordre dans lequel les choses ont été faites. Dernier type, alors on a aussi d'autres modèles plus simples pour l'analyse prédictive, modèles linéaires, modèles de type régression logistique, mais qui sont
quelque part des formes de réseaux de neurones en plus simplifiés, qui ne sont pas ceux qui donnent généralement les meilleurs résultats. Donc le dernier algorithme d'analyse prédictive dont on va parler, Microsoft Time Series, ça permet d'extrapoler une série temporelle. Par exemple, vous connaissez votre chiffre d'affaires par le passé et vous voulez faire des hypothèses sur ce que votre chiffre d'affaires pourra être à l'avenir. Alors pour ça, vous vous dites, puis c'est ce que l'algorithme va faire, il y a une tendance de fond sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années. Ensuite, il y a différents cycles qui se superposent. Il y a des cycles saisonniers, il y a des cycles en fonction du jour de la semaine, selon qu'on est le samedi ou le lundi, c'est pas la même chose. Il y a des cycles en fonction de l'heure dans la journée, à 8 h du matin ou à 5 h de l'après-midi, c'est pas la même chose. Et quand on superpose cette tendance générale et ces différents cycles, et qu'on extrapole dans l'avenir, on peut obtenir une hypothèse de base raisonnable sur ce que cela pourra donner dans le futur. Et si, en plus de ça, on fait non seulement de l'autocorrélation, donc on regarde ce qui s'est passé dans le passé pour la courbe qui nous intéresse, mais on sait qu'on a une corrélation avec une autre donnée, par exemple, l'INSEE fait des statistiques sur ce que sera l'évolution de la population française, et si nos ventes sont corrélées à l'évolution de la population française, on peut aussi utiliser des données pour lesquelles on a des prévisions fiables pour le futur, évolution de la population, pour améliorer encore un petit peu les prévisions que fait notre modèle. Donc, généralement, les résultats ne sont pas... c'est l'hypothèse de travail de base, parce que c'est l'hypothèse si toutes les choses restent égales par ailleurs, et c'est rarement le cas, mais ça permet d'avoir une bonne hypothèse de base pour commencer à travailler. Donc voilà, ça c'était pour les algorithmes d'analyse prédictive. Maintenant, je vous disais en introduction que le data mining, le premier usage, c'était l'analyse prédictive, mais ce n'est pas le seul usage. Il y a un deuxième usage qui est la segmentation automatique. Cette fois-ci, on ne cherche pas à prédire quelque chose, c'est plus qualitatif, on cherche à classer les gens en groupes homogènes et on va voir tout de suite une démonstration depuis Excel. Alors le cas d'utilisation typique de ce genre de choses, on va le faire toujours sur notre même table d'utilisateurs qui ont répondu à l'étude. François, réfléchis pas, clique, on est sous Excel. Oui, allez, on y va. Donc, le cas d'utilisation de base, c'est, mettons que je vais envoyer une newsletter à ces gens-là et je veux la personnaliser, sachant que j'ai pas envie de travailler beaucoup et que je veux en faire au maximum 4 versions. Je demande à Excel de me détecter des catégories. Alors, qu'est-ce que fait Excel quand il me détecte des catégories ? Simplement, il va prendre tous les utilisateurs, il va dire ma cible, c'est de trouver 4 catégories, et il va chercher à créer des groupes homogènes en termes de taille et de personnes très très proches en termes de valeur d'attributs. Donc il va faire des calculs de corrélation un peu compliqués, vous ne pouvez pas s'apesantir là-dessus, et nous trouver 4 groupes et nous donner les caractéristiques de ces 4 groupes. Grâce aux caractéristiques qu'on va examiner, on va déterminer le profil moyen des personnes qui se trouvent dans ces groupes, et grâce à ça, on va pouvoir écrire, ou demander à notre responsable de com, parce qu'il écrit mieux que nous, d'écrire une belle newsletter personnalisée par groupe d'utilisateurs. Donc là, on voit le rapport qui est en train de se générer. Donc on voit qu'on a 4 catégories qui ont été trouvées, 3 grosses catégories et une 4e un peu plus petite. Pourquoi celle-ci ? Sur des vraies données comme celles d'ici qui proviennent d'un site web, il arrive très fréquemment qu'on ait des utilisateurs qui sont juste venus visiter le site, donc qui ont juste rempli les informations de base et pour la majorité des questions, ils n'ont pas répondu aux questions. Donc ici, on voit que c'est des gens qui n'ont pas répondu. Donc dans notre échantillon de test, là, on a 30 personnes qui n'ont pas répondu, donc il les a tous mis ensemble. Donc ceux-là n'auront pas de version de newsletter, on imagine que c'est des gens qui ne sont pas intéressés. Donc on va se concentrer sur les 3 groupes d'avant. Alors les 3 groupes d'avant, on va chercher à les caractériser. Donc le premier groupe, tribu France d'en haut, sexe masculin, gagnant entre 2 et 4 000 euros, profession cadre supérieur, qui s'estime très bien payé, qui voulait être pilote, qui travaille dans le secteur privé, âge moyen, 28-39 ans, études bac plus 4, bac plus 12, certains gagnent même plus de 4 000 euros. Donc c'est du cadre supérieur plutôt masculin, à revenu assez élevé. On voit quel type de quelle manière on pourrait s'adresser à ce genre de personnes. Si on regarde la catégorie 2, alors là on a des femmes plus âgées que la catégorie précédente, donc plus de 35 ans, études courtes, CSP employé ou retraité, l'âge, oui, allant jusqu'à très élevé pour les retraités, ont du mal avec les gens qui s'expriment peu, comparativement au précédent, qui avaient du mal avec les gens qui s'expriment trop, donc des gens plutôt bavards. Donc là, c'est aussi un profil complètement opposé au précédent.
Et on a enfin un troisième profil. Là, pour le coup, on voit qu'il n'est pas typé sexuellement. On n'a pas d'hommes ou de femmes. On a des hommes et des femmes. Pour le coup, ce sont des jeunes, âge inférieur à 28 ans, jusqu'à 15 ans. Des étudiants, mais pas seulement. Des jeunes qui écoutent du rock, qui parlent de leurs amis, etc. Donc globalement, on a un cluster de cadres supérieurs hommes, de employés retraités femmes plus âgés et de jeunes. Donc sur ces trois profils-là, on va pouvoir quand même personnaliser plus facilement et espérer un taux de retour supérieur si c'est adapté à leur profil. D'accord. Alors, il y a une deuxième utilisation qu'on peut faire du clustering aussi, c'est pour la détection de fraude. La détection de fraude, tentative d'intrusion, transactions frauduleuses, ou pour ce qui nous concerne, fraude, ça serait des questionnaires remplis au hasard. Les gens, ils voulaient juste savoir ce qui se passe au bout quand on a fini de cliquer. Oui, parce que sur notre site, on incite quand même les gens à remplir les questionnaires. Donc il y en a certains qui se disent, bon, si je veux avoir plus de fonctionnalités, je vais remplir les questionnaires très très vite. Mais le truc, c'est que ça se traduit très souvent par des incohérences. Donc là, j'ai mes 70 000 utilisateurs du site. Et si j'envoie un clustering sur ces utilisateurs, je vais forcément arriver à les classer en un certain nombre de groupes. Mais il y aura des gens qui seront dans aucun groupe. Alors on peut imaginer que ce sont de grands originaux, mais sur 70 000 personnes, même les originaux finissent par se ressembler. On finit quand même à trouver un groupe d'originaux. Donc là, sur le schéma, ce seraient les points rouges qui sont éloignés de tous les petits groupes verts. Donc là, on est dans une machine virtuelle. Donc envoyer un clustering sur 70 000 utilisateurs, ce serait un peu long. J'ai un peu triché. Je l'ai fait avant. Ça aurait pris 2-3 minutes. Tu peux nous montrer là où tu as cliqué? Parce que tu as travaillé quand même. Ah oui, j'ai travaillé quand même. Allez. Donc je suis allé dans Analyze et j'ai utilisé un autre bouton qu'on n'avait pas utilisé, toujours un seul clic, qui s'appelle Highlight Exceptions, mise en valeur des exceptions. Et c'est ce qu'on voit ici. Ma feuille initiale, ma feuille avec les exceptions. Et donc on voit en jaune des utilisateurs qui n'ont pas de cluster, ou en tout cas qui sont très très loin des centroïdes de tous les clusters qui ont été découverts dans le modèle. Donc des gens où il y a une incohérence dans leurs données, une ou plusieurs incohérences dans leurs données. Sachant qu'en plus, on a la possibilité de voir sur quels attributs l'incohérence a été trouvée. C'est assez précis. D'accord. Donc ces gens-là, on a intérêt à les retirer de notre échantillon d'apprentissage si on fait des modèles prédictifs. Étant donné que leurs données n'ont aucune valeur, ils risqueraient de polluer nos modèles et d'atténuer la valeur de la prédiction. Et également, si on veut faire de la prospection, on se dit, bon, si on remplit au hasard, ça vaut peut-être pas tellement le coup.